Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce troisième webinaire du groupe de travail SOS Asso au sein des écologistes. On est assez fiers évidemment de cette organisation et que vous puissiez être présente avec nous aujourd'hui. Je reprends mes notes en même temps évidemment que je fais tout le reste. Notre groupe de travail, je fais très rapide l'historique, est né il y a maintenant 1 an. Il regroupe des élus locaux, des militants politiques et associatifs. Il a pour vocation à bâtir des ponts entre la société civile et les politiques pour sauver notre démocratie, rien que cela. Et de démocratie, nous allons en parler avec nos invités du jour, qui sont convaincus comme nous que le modèle associatif est un excellent médicament pour notre société malade, qui se meurt du collectif, de l'expertise locale, des enjeux de solidarité et de non-lucrativité. Alors avant de présenter nos invités, je voudrais simplement en 2 mots revenir sur les 2 précédents séminaires. Le premier avait eu lieu le 30 octobre dernier avec Stéphanie Hennette-Vaucher, qui s'était penchée via l'angle juridique à démontrer le caractère illibéral du contrat d'engagement républicain de la loi dite séparatisme et des effets sur les libertés associatives. Dans le deuxième webinaire du 18 novembre, nous avons entendu Julien Talpin, chercheur, nous parler concrètement de plusieurs exemples et des implications de la loi pernicieuse sur l'ensemble des libertés. À chaque fois, il y avait des parlementaires, à savoir Léa Balaj El Mariki, puis Pouria Amir Chahi, députés tous les deux, qui étaient venus donner leur point de vue et rappeler notre culture politique écologiste, mais également imaginer la protection des libertés associatives par la loi. Je profite de ce petit temps aussi d'introduction pour faire un petit coup de publicité à l'égard des experts, expertes, militants, militantes du sujet qui viennent nous nourrir quotidiennement par le biais de leurs propres observations, observatoires, monographies, conférences de presse et autres webinaires. J'ai nommé donc le collectif des associations citoyennes, qui est plutôt bien représenté cet après-midi, en la présence de son président, de son coordinateur et de la responsable de l'Observatoire de citoyens de la marchandisation des associations. Salut Marianne. Le réseau national des maisons des associations, la coalition et l'Observatoire des libertés associatives et bien sûr le mouvement associatif. Nous mettrons dans le clavardage les coordonnées, les ressources, un petit point agenda à la fin du séminaire. Donc voilà, si vous pouvez simplement éteindre vos micros et poser vos questions ou nous partager vos remarques dans le clavardage. Ce sera traité évidemment et relayé au fil de l'eau par Katia Bourdin, qui est copilote du groupe de travail. Merci Katia. Voilà. Et maintenant, place aux échanges. Donc je vous disais, nous avons la chance d'avoir, des grandes huiles, pour, notre webinaire d'aujourd'hui, à savoir Martin Baubel et Dominique Joseph, qui donc, évidemment j'ai perdu mes notes. Hop, c'est parti, c'est parti. Je vous connais, hein, mais voilà, je préfère bien dire les choses, qui sont co-rapporteuses du Conseil économique, social et environnemental de l'avis «Renforcer le financement des associations, une urgence démocratique» et Thomas Dossus, sénateur écologiste du Rhône. Alors, est-ce que Dominique est arrivé ou est-ce que Martin, tu peux commencer éventuellement à te présenter, peut-être aussi à présenter le CESE rapidement, nous dire en fait, au-delà de te présenter, ce que tu attends aussi de cette heure et demie avec nous? Ouais, merci beaucoup Sarah. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, oui, j'excuse Dominique qui m'a prévenu qu'elle serait en retard. Elle est sur une séance d'amendement sur un texte du CESE. Elle est toute seule à pouvoir les porter et du coup, elle arrivera quand elle arrivera à les déposer jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, à les pousser jusqu'au bout, mais elle devrait pas tarder. Voilà. Peut-être Sarah, si je me présente Oui. et ensuite je parle du CESE et j'espère que Dominique arrivera à temps. Sinon, peut-être je la présenterai histoire qu'elle n'ait pas à le faire en cours de route. Mais en gros, donc moi, Martin Baubel, je viens d'un réseau de ressourcerie-recyclerie, dont j'ai été pendant un temps vice-président, puis directeur adjoint, mais globalement en charge des questions de plaidoyer, donc des questions de construction de politique publique sur des sujets environnementaux et sociaux. Voilà. Et donc mon travail pendant très longtemps, c'était de construire des politiques publiques environnementales pour permettre le développement d'associations qui font de la seconde main et d'éducation populaire à l'environnement.
Et en fait, petit à petit, je me suis préoccupé de cadres un peu plus généraux, principalement des cadres de concurrence qui, quelque part, déterminent un peu les capacités d'intervention publique en direction des assos. Et de ce fait, j'ai été mandaté par le mouvement associatif au CESE pour parler, ou en tout cas pour pousser le texte qui a été voté l'année dernière et dont on va parler aujourd'hui, donc autosaisine sur le financement des associations. Et peut-être vous dire aussi que jusque-là, depuis 6 mois, je suis vice-président du mouvement associatif, principalement en charge des questions de financement. Peut-être, bon, je vois pas Dominique, donc je vais un bout pour elle. Dominique Joseph, elle a été 15 ans secrétaire générale de la Mutualité française. Elle est historiquement en poste à Bercy en inspection générale des finances publiques. Et au sein du CESE, donc elle est mandatée par la Mutualité. Donc quelque part, on avait sur ce binôme de co-rapportage un binôme un peu d'économie sociale et solidaire, mais surtout aussi un binôme conjointement touché par des logiques de concurrence et de marché, à savoir que la mutualité rentre globalement dans un code de mise en concurrence avec les assureurs privés, mais pas que, aussi pour les centres de soins et ainsi de suite. En gros, le monde de la mutualité vit depuis une vingtaine d'années un contexte de concurrence croissant. Et c'était à peu près la même chose pour nous, côté monde associatif, et on s'est rejoint là-dessus pour se préoccuper un peu globalement des règles de financement, mais pas que des questions des montants que notre société accorde aux associations, mais aussi des modalités avec lesquelles on dépense cet argent et les règles aujourd'hui qui poussent, un, à libéraliser, deux, à privatiser et trois, à mettre en concurrence en conséquence de ces formes de libéralisation. Voilà. Et donc, on a fait un peu ce binôme autour de ce sujet, financement des associations. Ça nous paraissait important de rentrer un peu dans la technique pour comprendre comment cette technicité allait déterminer les moyens d'action, en gros, des citoyens qui s'organisent en association pour œuvrer pour l'intérêt général. Voilà. Peut-être un mot sur le CESE. Sarah, je t'observe, tu me dis oui ou non. Ouais, ok. Bon, alors, du coup, je vais la faire courte pour le CESE, mais CESE, donc, troisième chambre constitutionnelle, qui était un peu je dirais, enfin, ouais, la chambre qui était censée porter une vision de la démocratie sociale, c'est-à-dire en gros une chambre constituée des corps intermédiaires, principalement syndicats, patronat, interprofessions, ONG et associations, et qui a pour fonction de conseiller l'action publique, principalement l'Assemblée et le Sénat, mais aussi le gouvernement et les responsables politiques en général. On fonctionne comme une assemblée parlementaire relativement classique, je dirais. On a des commissions, on en a 9 au CESE. On a des groupes qui ne sont pas des groupes de partis politiques, mais plutôt des groupes d'affinités, soit sectorielles, soit d'affinités politiques. On a 19 groupes dans le CESE. Moi, je représente le groupe des associations dans lequel on est 14 et dans lequel on a aussi les fonds et fondations, par exemple. Donc, on n'est pas que un groupe d'associations, on est aussi un groupe d'associations et de fondations. Et globalement, au CESE, on écrit des rapports, on formule des préconisations. Et ce qui est particulier, ou en tout cas peut-être à savoir, c'est que nos textes sont travaillés pendant 5 6 mois en commission, mais surtout sont soumis à voie d'amendement. C'est-à-dire qu'en gros, chaque mot est soumis possiblement à amendement et à vote. Et ensuite, les avis du CESE sont votés en commission, puis votés en assemblée plénière qui est composée d'à peu près 175 conseillers conseillères. Voilà. À toi la main, Sarah. Ouais, je pense que c'est important que tu nous rappelles, en fait, ton contexte de travail parce que, nous, ce qui nous intéresse, en fait, dans le cadre de ces webinaires et même, dans notre culture écologiste, c'est comment est-ce qu'on fédère autour des enjeux, comment est-ce qu'on travaille avec, ben, au-delà, hein, de nos propres cercles et le travail que vous avez fait, au niveau, du CESE pour, avoir une unanimité sur votre rapport, montre bien que vous avez fait un vrai boulot de fédération donc voilà, mais c'est clairement, l'objet de la 1re question. Donc je vais quand même tout de suite donner la parole à Thomas, Thomas Dossus, que tu puisses te présenter aussi et ensuite on va vraiment, on va démarrer sur les questions. Donc voilà, qui es-tu Thomas? Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Thomas Dossus, sénateur écologiste du Rhône. J'ai commencé mon mandat en 2020. À l'époque, j'avais choisi de siéger dans la commission
culture qui contient tout le domaine de la vie associative, ce qui fait que je me suis emparé de ce sujet assez rapidement. Et en plus, j'ai, avant d'être sénateur, évolué de façon professionnelle dans le milieu associatif. Donc, j'ai un parcours qui traverse ces questions-là. Un des sujets qui m'a le plus occupé en ce début de mandat, c'était et c'est toujours le contrat d'engagement républicain qui a été voté en 2021 dans la loi séparatisme et qui aujourd'hui continue d'être combattu par un certain nombre d'associations puisqu'il fait peser une épée de Damoclès et d'arbitraire au-dessus d'un certain nombre d'associations. Et à chaque fois que j'en rencontre, en tout cas pour les associations militantes que je rencontre, à chaque fois ce sujet est évoqué, même pour des petites subventions. C'est parfois une menace qui plane au-dessus d'elle. Et donc, voilà, en gros, le combat. Donc, j'ai déposé une proposition de loi d'abrogation de ce contrat d'engagement républicain. Je pense que c'est un sujet que la gauche devra mettre sur la table dès qu'elle en aura les moyens législatifs, ou en tout cas en termes de majorité. Et donc, c'est pour ça que j'ai posé ce texte, qui au Sénat ne passera pas, ou alors sera mis au débat dans une niche, mais là, pour l'instant, la droite tient beaucoup à cet outil. Mais voilà globalement ce qui m'intéresse. Après, je, je suis maintenant en commission finance et je vois aussi dans cette commission, mais on en discutera peut-être à la fin, l'amplification des attaques contre les associations à travers les textes budgétaires aussi. Donc on pourra en discuter, échanger là-dessus en fin de débat. Merci Thomas. Et nous sommes donc maintenant avec Dominique Joseph qui nous rejoint. Bonjour Dominique. Bon, Martin t'a présenté. merci. Euh, Merci à mon voilà. ami Martin. Voilà, Bonjour le tout le binôme monde. de Chic et de Choc donc est réuni. Nous allons pouvoir commencer. Je remercie, on est 21 dans ce webinaire. On teste en fait la formule en fin d'après-midi. Vous nous direz après si c'était une bonne idée ou si la formule en soirée était finalement plus intéressante. Voilà, mais je lance les hostilités sur le webinaire. On avait vraiment deux grandes questions à se poser aujourd'hui. Comment fédérer et comment protéger? Comment fédérer? Eh bien, parce que pour nous, le CESE est un exemple de mobilisation de l'ensemble de la société civile sur un objet politique qui est fort. Comment est-ce qu'on peut arriver à transformer ce que vous avez fait politiquement dans une transformation sociale? Pour faire quoi? Bah, pour protéger, puisque vraisemblablement la loi 1901 ne suffit plus, elle est attaquée. Et est-ce que la loi peut être un bon moyen? Et surtout, comment construire une bonne loi dont nous avons besoin? C'est un peu vraiment le sujet de l'ensemble de nos webinaires et de notre progression qui arrivera, non pas à un terme, mais à un moment, un temps d'orgue que nous imaginons pour le 1er juillet. 1er juillet, c'est l'anniversaire de la loi 1901 où nous envisageons de travailler un atelier des lois au sein de l'Assemblée nationale, donc avec l'appui de nos députés, mais on vous en dira plus au moment venu. Donc voilà, en tout cas, merci à vous pour ces premiers éléments de compréhension et j'y vais sur la première question. Qui est pour vous, évidemment, Martin et Dominique, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Vraiment, ces notes sont très compliquées. Dès que je touche quelque chose, tout bouge. Donc, votre avis va bientôt fêter son premier anniversaire. Alors, dans le milieu associatif et dans le milieu des libertés publiques, cet avis a fait grand bruit. Je pense que pour la première fois, des gens ont entendu parler peut-être du CESE, mais cet avis circule très bien. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, revenir à la genèse du besoin de cet avis et le travail que vous avez dû faire? Alors, Martin a très vite présenté le fait qu'en effet, il y a un travail de consensus, d'écriture d'amendements, etc. Mais parce que quand nous, on parle de liberté, vous parlez de financement, alors que l'argent est l'air de la guerre. Notamment, pourquoi est-ce que vous avez choisi au départ cet angle d'attaque? Encore une fois, Martin en a assez vite parlé parce qu'il y avait une question autour de la marchandisation. Mais voilà, comment est-ce qu'en 5 mois, vous avez travaillé sur ce consensus et est-ce que vous avez déjà un retour sur comment dire, enfin, voilà, les retours que ça a produit?
J'y vais. Ok. Commence sur compte. Bon, je démarre le temps que Dominique prenne un peu sa Bien place. sûr. Euh, bon, peut-être vous dire, en effet, c'était pas très évident de parler de financement du monde associatif à la base au CESE, d'autant plus qu'on avait décidé de le mettre dans une commission qui n'avait pas forcément la compétence pour le sujet. C'était la commission économie et finances. À la base, c'est plutôt la commission culture, communication qui s'en occupe. Mais ça nous semblait hyper important parce que ce que je vous disais tout à l'heure, on savait préalablement que les modalités de financement public déterminaient grandement la couleur, les capacités et la diversité de l'initiative citoyenne sous forme associative. Ah, je vois un partage d'écran. Ok, je continue, hein. C'est bon, Sarah, ouais. Ouais. Ok. Donc, en gros, on voulait pas uniquement se poser la question des montants que notre société accorde à l'initiative associative, mais aussi la manière avec laquelle tout ça est distribué. Et on le savait depuis une quinzaine, vingtaine d'années, c'était pas du tout nouveau que ces modes de financement évoluaient. En gros, que le processus de marchandisation est à l'œuvre depuis bien 15 ans, assurément, de manière chiffrée. Mais il restait quand même assez difficile d'en parler. On a Marianne ici qui peut en témoigner. C'était pas forcément une parole très facile à porter. Et donc on s'est dit que c'était important, un, de pouvoir l'étudier dans le détail, et deux, de pouvoir le faire au sein d'une institution comme le CESE. Voilà. Ce qui a principalement permis, et je pense que ça peut ça peut répondre en partie à la question de comment fédérer. Ce qui a permis au CESE de voter ce texte à l'unanimité, c'est qu'on s'est donné du temps, en gros. On s'est donné du temps pour recueillir la parole des responsables, des bénévoles et des salariés associatifs, mais aussi des experts. Mais surtout, voilà, on s'est donné du temps pour comprendre la diversité, pour comprendre que globalement l'apport du monde associatif était inestimable, pour comprendre la porosité du monde associatif avec la construction des parcours de vie, globalement avec la construction d'initiatives de territoire, mais plus généralement la construction de la démocratie. Et c'est au travers de ce travail d'analyse et d'écoute qu'on a fini par se mettre d'accord. Voilà. Je crois que ça, c'est quelque chose d'assez important. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas du tout parti d'un bon pied sur ce genre de sujet. Il n'a pas été facile de le faire valider déjà, ce sujet, je vous l'avais dit. Mais aussi, on imaginait assez rapidement avec Dominique qu'on avait un certain nombre de préconisations qui allaient s'achoquer avec des doctrines politiques, principalement celles qui ont construit les politiques de concurrence et possiblement les politiques d'austérité. Cependant, quand on a mis le doigt sur l'enjeu démocratique que tout ça soulevait, sur, je dirais, un peu la surenchère en matière d'évaluation, de performance, en matière de comptabilité, quelque part, la surenchère comptable qui pouvait être construite par les pouvoirs publics en direction du monde associatif, euh, on a pu, je pense, tirer la conclusion collectivement qu'on allait un peu trop loin, parce que globalement, le projet politique qui pouvait être derrière la loi 1901 était en train de perdre de la vitesse, voire à la limite de la bascule. Voilà. Est-ce que tu veux dire un mot tout de suite ou Oui, comme tu veux. enfin, je pense que Martin vous l'a déjà dit, mais euh, c'est vrai que c'était. Enfin, là, il a fallu qu'on fasse preuve de beaucoup de pédagogie et d'objectivation de la situation des associations, tellement elles sont diverses et variées. C'est un point qui est important peut-être à souligner. Donc, on a pris du temps à expliquer. Bon, on a eu un facteur quand même qui nous a porté, ça a été le cri du cœur justement au moment de la non-compensation de la hausse d'énergie de certaines très grandes associations qui ont imposé ouvertement le sujet de leur pérennité. Donc pour nous ici au CESE, ça a eu un écho dans les couloirs du CESE, hein, vraiment, et dans les groupes et dans les organisations très porteurs. Et de fait, je vous parlais de pédagogie, on a, oui, choisi du temps pour expliquer
en fait, comment, sont financées les associations, et puis pour sortir, pour amener chacun et chacune de nos membres de la commission et les conseillers et conseillères d'une vision peut-être un petit peu, alors je vais vous l'employer comme ça, mais on est entre nous, webinaire, c'est-à-dire que dans les associations, oui, il y a le club de boules, oui, il y a le club de pétanque, il y a des très très grosses associations avec le sujet des employeurs, mais que toutes, même la petite association, si elle n'a pas, elle n'a pas de subvention, je vais parler de l'association le club de belote ou le club de pétanque, fait société parce que dans des territoires complètement désertés en termes de services publics, des villages où il n'y a plus rien, y compris il n'y a pas de lieu de lieu pour plus de café, plus rien, eh bien, les clubs, enfin les associations, et alors on a développé associations culturelles, associations sportives, on a tiré le fil, sont les derniers, les cercles, je le dis avec beaucoup de guillemets, dans lesquels les gens se retrouvent et maintiennent du lien social. Donc, on a surfé, enfin, je vais le dire comme ça, sur réalité budgétaire, sur les risques signalés par nombre d'associations, mais aussi on a pris on a choisi le prisme, on n'a pas eu longtemps à l'exprimer en disant à nos collègues, mais regardez, vous êtes peut-être tous membres d'une association, regardez ce qui se passe dans vos villages ou dans vos quartiers et que serait le monde sans association. Donc voilà, c'est du coup avec cette pédagogie que vous a expliqué, ce souci d'expliquer que la transformation des modalités de financement mettait en fait, avait un impact sur le faire association, le fait associatif et ce côté très vertical où ben, même des membres d'une association pratiquement se voient imposer l'objet de leur fait associatif. Et ça, c'est un point qui a beaucoup marqué. Avec en parallèle, je me permets de le dire et je terminerai par là, pour nous au CESE, on a une ligne rouge, enfin une ligne, pas une ligne rouge, on a un fil conducteur dans tous nos travaux, c'est quid de comment on répond à la crise démocratique. La crise démocratique n'étant pas que le vote au moment des élections, mais comment on fait société, comment les gens échangent entre eux, voilà, euh, pour aussi casser l'individualisme montant, pour casser l'importance des réseaux qui se mettent en place. Voilà, on a des réseaux humains qui existent dans les territoires. Eh bien, ces réseaux humains, comment on les entre guillemets, hein, on les sauve. Merci de oui, de ces rappels. Je pense que c'est bien de rappeler que la démocratie, elle n'est pas qu'en temps électoral. Je pense que là-dessus, on est assez d'accord. J'enchaîne tout de suite avec, avec les préconisations. Vous en avez fait 20. J'ai avec moi la petite synthèse hein, que vous avez pu produire, mais qui concerne différents niveaux. On a, voilà, vous faites des préconisations à l'échelle européenne, au niveau de la loi, au niveau des collectivités. Depuis bientôt un an, vous faites vivre ce rapport en continuant de rencontrer des acteurs, des actrices, des élus, des associations, etc. Vous avez même fêté les 6 mois de la vie au CESE avec le témoignage de bon nombre d'acteurs associatifs. Donc on voit qu'il y a vraiment une volonté pour vous de faire en sorte que ce document ne reste pas finalement voilà, un document écrit, mais bien un document vivant. Est-ce qu'aujourd'hui, en mars 2025, avec le recul et les retours que tout le monde peut vous faire, est-ce que vous pourriez éventuellement nous donner les 3 préconisations qui rencontrent le plus d'enthousiasme, mais également les 3 préconisations qui vous semblent les plus urgentes? Alors, on peut y aller, on est encore une fois, on est entre nous, vous avez le droit et vous avez le temps de rentrer un peu dans les détails un peu techniques. Et si vous voulez, j'affiche aussi très rapidement la synthèse des quelques préconisations pour que tout le monde les ait en tête. Allez-y. Ok, merci Sarah. Peut-être déjà vous dire à la base que, et je pense que ça peut être intéressant dans un cadre un peu interne, on s'était plutôt dit avec Dominique qu'on n'allait pas rabaisser les exigences des préconisations qu'on pouvait planifier au démarrage.
Et d'ailleurs, dans nos négociations, on en a laissé passer assez peu. Voilà. On a réussi, je crois, à mettre dans ce rapport une grande, enfin même la majorité des préconisations qu'on souhaitait pouvoir y trouver. Et encore une fois, c'est parce qu'on s'est donné le temps. Voilà. Mais il y a aussi un autre truc que j'ai pas dit tout à l'heure avant de rentrer dans le détail des préconisations. Ça s'est aussi joué parce qu'on, dans ce processus d'écoute et de recueillement globalement de la parole, de recueil de la parole des associations, on a réalisé un questionnaire qui a eu un succès inespéré. On s'est retrouvé avec 6500 associations qui répondaient à ce questionnaire, une bonne cinquantaine qui ont pu venir une journée pleine travailler à nos côtés, et un engouement extérieur qui, quelque part, a aussi mis les feux sur le CESE en disant, voilà, on est dans l'attente de quelque chose. En gros, le monde associatif a répondu présent. C'était bien pour ce travail, mais globalement, c'est un mauvais signe. Et c'est que notre constat, c'est que le monde associatif est inquiet. Et en même temps, de cette inquiétude-là, on sort quelque chose de positif, on en sort deux grandes visions positives. C'est que, un, la fabrique du consensus est plus facile à faire dans un moment d'inquiétude. Et donc, on se rend compte globalement que les associations sont de plus en plus d'accord sur les causes des problèmes et sur les hypothèses de solutions. Et que deux, elles sont de plus en plus prêtes à agir. Voilà. Et donc, quelque part, là, on a devant nous un terreau de fédération et d'action qui s'est déjà activé au moment de la rédaction de ce rapport. Euh, Parmi les grandes préconisations, notre constat, c'est qu'on a deux problèmes. Il y a un problème budgétaire, celui-ci, il est assez visible. On parle classiquement de politique d'austérité. Et de l'autre côté, on a un problème concurrentiel qui consiste à réguler la manière avec laquelle un euro d'argent public est donné. Les règles de concurrence font profondément changer cette capacité des pouvoirs publics à donner de l'argent de manière discrétionnaire, c'est-à-dire à subventionner. Ça, c'était notre cadre. On a un certain volet de préconisations qui sont de l'ordre budgétaire. La première, la grande, c'est de dire il faut que les budgets publics augmentent, budget de l'État et budget des collectivités territoriales. Alors, on a été un peu sur un entre-deux sur celle-ci, parce que je ne sais pas si vous pouvez voir, on parle d'augmenter les subventions. On ne parle pas d'augmenter les budgets publics. Pourquoi? Parce que dans les budgets publics, tu as une part de marché public et une part de subvention, et que cette part de subvention baisse et que la part des marchés publics augmente, et qu'on a fait un deal à cette époque-là de possibilité de péréquation. En gros, notre message, c'est de dire, à minima, si on peut rétropédaler à dépenses publiques constantes pour renvoyer de la commande publique sur de la subvention, ce serait déjà quelque chose qui freinerait un mécanisme aujourd'hui qui érode le monde associatif. Donc, ça s'apparente à une préconisation budgétaire. On peut l'interpréter à budget constant, mais aussi on peut l'interpréter à nécessité d'augmentation budgétaire. On s'est accordé au CESE pour que ce sujet, budget constant ou augmentation budgétaire, soit entre les mains du législateur et pas du CESE. Voilà. Mais c'est quand même une préconisation assez forte de l'avis. On n'a pas su vraiment le chiffrer, hein. Ça s'est fait un peu à la grosse louche, il faut le savoir. C'est très dur de chiffrer le monde associatif. D'ailleurs, quand on se préoccupe de comment le faire, on se pose la question de sa dangerosité, c'est-à-dire, on sait qu'aujourd'hui, avec l'arrivée du Rassemblement national, la transparence totale sur qui subventionne quoi partout, ça reste toujours un peu complexe, hein. On peut se poser un certain nombre de questions, principalement vis-à-vis aussi de la liberté, de la libre administration des collectivités territoriales, ce que pose un peu comme problème le contrat d'engagement républicain. Donc, budgétaire majoritaire, puis ensuite on en a d'autres sur des budgétaires où on parle par exemple de la réhabilitation des emplois aidés et d'emplois aidés plus tournés sur les projets d'intérêt général et moins sur les personnes. Ensuite, on parle, qu'est-ce qu'on a d'autre sur les questions d'augmentation budgétaire? Oui, on a l'augmentation budgétaire sur les outils existants que sont le Fonds de développement de la vie associative ou le FONGEP. Voilà. Qui sont globalement deux fonds, mais principalement le FONGEP qui nous a beaucoup inspiré, parce que c'est un fonds qui a une historique de cogestion entre associations et pouvoir public, et ça, on en reparlera un peu plus tard, ça fait aussi partie de nos préconisations un peu fortes politiques, c'est-à-dire de penser une réforme de la gouvernance du financement des associations pour que, quelque part, l'aspect très discrétionnaire entre les mains des élus de la République et ou d'un gouvernement soit un peu dilué dans une approche plus démocratique et collégiale de la gestion de cet argent.
On a un deuxième volet qui s'apparente plus à la tuyauterie du financement, ce que je parlais tout à l'heure de concurrence. Je te passe la main juste après. Non, mais vas-y, hein. Où on dit en gros, les règles de concurrence rendent les capacités de financement des pouvoirs publics contraintes et les rendent petit à petit dysfonctionnelles. Et donc là, nous, on dit il est nécessaire de réhabiliter la subvention en faisant deux choses. C'est en faisant le mode de financement principal et donc en la sécurisant juridiquement pour les élus, pour les services administratifs, mais aussi en l'améliorant, c'est-à-dire en y apportant un certain nombre de précisions, un certain nombre de sécurités pour les associations en matière de pluriannualité, en matière de capacité de financement à haut taux, c'est-à-dire à 100% d'un besoin de projet, et ainsi de suite. Voilà. Et pour le troisième volet, c'est un volet plutôt tourné sur, on a appelé restaurer la confiance et réformer la gouvernance. Si tu es OK, je te passe la main. Mais sinon, je peux y aller. Oui, oui, non, ce sujet, ou du moins ce troisième volet, là, tel que mentionné à l'écran, c'est vrai que pour nous, enfin, dans les enjeux, c'est de retrouver les voies et moyens, de rétablir cette confiance entre, j'allais dire, je vais le dire comme ça, ceux qui versent les subventions et donc les décideurs, que ce soit, et en particulier les élus à l'Assemblée nationale, je vais le dire comme les ministres, les directions, les ministères concernés, parce qu'ils sont plusieurs, et surtout les directions générales. Et voilà, avec, pour nous, la subvention, sur le premier point qui dit il faut consolider la subvention, ça passe aussi par retrouver cette confiance et cette co-construction. Y compris pour rassurer les associations entre elles. Et donc là, on est sur ce troisième, sur ce pilier gouvernance, c'est de réinventer, enfin de trouver les lieux où on intègre co-construction avec les associations, mais aussi les citoyens. Et les collectivités territoriales, parce qu'on croit beaucoup, là, je pense que vous l'avez vu, à l'échelon territorial. C'est vrai que dans nos préconisations, bien sûr qu'on porte des préconisations au niveau législatif, donc dans les mains des parlementaires, mais il y a aussi la pédagogie, je vais encore parler de pédagogie, et l'association des décideurs territoriaux à co-construire, à trouver les lieux de co-construction, de gouvernance, apportant cela, parce qu'on insiste beaucoup sur la transparence, y compris des modalités d'attribution des subventions. Donc là, on est sur ces points-là dans le troisième volet. Et du coup, alors, dans ce volet, on porte une préconisation qui, à notre sens, est, je sais pas, tu nous demandais, Sarah, prioritaire et les plus urgentes. Je pense que moi, je vais, peut-être, si Martin, tu m'autorises, je pense que la préconisation urgente et prioritaire, c'est celle d'abroger le contrat d'engagement républicain. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vu les tournures éventuellement politiques, hein, au sens général du terme, on sait que le CER dans sa configuration actuelle, et on le voit par des exemples concrets, et par l'application aussi de certaines décisions dans les collectivités régionales et ou territoriales, eh bien, vise à supprimer des subventions aux associations qui sont les plus militantes au bon sens du terme, socialement militantes. Et d'ailleurs, ce terme de militantisme étant repris ou étant vu comme c'est pas bon de donner de l'argent, enfin je vous le fais à ma sauce, hein, de l'argent à des associations qui, oui, rendent des services, mais en plus nous embêtent ou sont à contre-courant de nos idéologies politiques. Dans les autres, on a toujours je vous parlais de création d'instances nationales et territoriales à gouvernance mixte. Alors, je pense que ça, on peut les mettre, alors je ne sais pas si on le met dans les prioritaires ou les plus urgentes, mais en tous les cas, ça nécessite un travail de terrain et d'apporter les exemples de ce qui se ferait dans certaines associations.
on a dans ce domaine-là aussi, on apporte cette notion de créer un fonds national de mobilisation pour la vie associative. Alors, on en donne les détails dans notre document, dans notre avis, avec pour ce fonds une co-gestion par les représentants des collectivités territoriales, l'État et le monde associatif. Et là, on a même les voies et moyens de l'abondement. On viendra peut-être dans le, je ne sais pas s'il faut aller dans les détails, Martin, mais je pense que c'est aussi, on porte cette idée, oui, il faut des fonds, bien sûr, une part du budget de l'État conséquente, mais on peut aussi inventer des modalités, des modalités ou de créer des nouveaux fonds. Alors, sans en rajouter trop dans la complexité administrative, hein, parce qu'il faudra on porte aussi beaucoup de préconisations de simplification. Et on est là peut-être dans nos préconisations assez prioritaires. Il y en a une, moi, que je souhaite qu'on n'oublie pas, c'est celle de la déductibilité des dons, puisque là, on est dans le budgétaire, celle de la déductibilité des dons à l'ensemble des donateurs aux associations. Voilà, reconnu. Ça, pour nous, hein, il y a euh, une injustice flagrante sur cette... Alors, je ne vais pas dire en fiscalité en général, mais je peux le dire, mais aussi sur sur cette défiscalisation, ces crédits d'impôt pour les donateurs, quelle que soit leur situation fiscale. Et je crois que c'était justement le sens d'un amendement porté par Léa Balage El-Mariki, hein, qui a justement proposer un crédit d'impôt à destination des associations. C'est pour ça aussi que dans la synthèse de vos préconisations, j'avais mis un petit marqueur vert, parce que bah, voilà, depuis le mois de mai 2024, les choses avancent. Nous essayons à notre mesure et à notre place, dès qu'on est en possibilité, dès qu'on est au pouvoir, de mettre en place un certain nombre de choses. Vous avez des élus locaux, hein, en face de vous, des élus régionaux, des élus municipaux, donc qui pourraient aussi témoigner dans le clavardage de ce qu'ils essayent de mettre en place aussi à leur niveau. Donc surtout, n'hésitez pas. Mais j'enchaîne sur la question suivante. En tout cas, je ne vous remercie pas, hein. Je vous demande de prioriser, puis vous me donnez tout. Tout est prioritaire. Voilà. Mais c'est très bien. C'est ce niveau d'exigence qu'on attend. Donc, merci à vous. Maintenant, pour la mise en place très pratico-pratique de ces préconisations, nous, on voit bien dans les webinaires, dans les réunions de crise des collectifs associatifs dans lesquels on va, on entend souvent dire, et c'est une question piège que je vais vous poser, parce que du coup, elle va parler politique, mais on entend souvent dire que voilà, il faut que les services, vous l'avez dit, et les élus se forment, que les associations doivent bien sûr écrire des plaidoyers et former les élus à la chose associative. On entend parler de politisation nécessaire des associations. Ça, c'est Claire Toury, la présidente du mouvement associatif, qui fait évidemment les mêmes constats d'urgence que vous. D'ailleurs, c'est une de vos collègues au CESE. Chez les écologistes, nous faisons notre travail en interne de formation. Mais on est assez convaincu de l'importance d'une porosité entre les milieux associatifs d'un côté et les militants politiques pour accueillir chez nos représentants politiques des experts et des expertes que sont les militants du monde associatif. Donc faire en sorte que ben, les associations prennent leur part à l'intérieur du pouvoir. Donc pour vous, quels seraient les meilleurs moyens en fait pour que vos préconisations voient le jour? Est-ce qu'il faut se former? Est-ce qu'il faut occuper l'espace médiatique? Est-ce qu'il faut travailler, comme on le fait aujourd'hui, à des espaces communs? Faire une grande loi? Ou est-ce qu'il faut aussi que les associations prennent le pouvoir? Et on pourra aussi poser cette question à notre parlementaire expert qui finalement a pris le pouvoir à un moment donné. Thomas, tu disais que tu étais un associatif, donc allez-y. Quel est votre avis Je- Moi, du coup, je démarre et je dirais qu'il faut un peu de tout ça. Pardon, mais je vais prioriser. On a fait un choix dans la vie qui est de faire des préconisations à visée législative. Pourquoi? Parce que on a un peu tiré le constat que ça fait une vingtaine d'années qu'on se dit qu'on sait à peu près ce qu'il faudrait faire, qu'on parle de sensibilisation, qu'on parle de formation, qu'on parle d'évolution des pratiques. Mm. Et qu'en fait, globalement, l'eau de la rivière coule dans le mauvais sens. Voilà. Et en fait, quand on analyse un peu les causes
de ce courant négatif, on se rend compte qu'il est principalement orienté par des cadres réglementaires et législatifs qu'on a laissé passer il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années, sans vraiment s'en rendre compte parfois, et principalement dans les règles européennes. Voilà. Principalement dans la constitution du marché intérieur européen et dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Et donc, nous, on s'est dit, on va éviter d'avoir des préconisations un peu généralistes de pratiques et d'évolution culturelle pour avoir des préconisations techniques. On n'a pas honte de dire qu'en fait, la technique influe énormément la capacité du politique à agir, surtout quand il s'agit de techniques qui sont inscrites dans des règles qui déterminent leur capacité euh, à, euh, à œuvrer et à diriger une collectivité territoriale, par exemple. Voilà. Donc, le pari pour nous, c'est de dire la priorité est législative et réglementaire à l'échelle française et à l'échelle européenne. Et puis ensuite, une autre explication de la tendance, à mon sens, c'est évidemment les conséquences du New Public Management, on en parle dans cet avis, et d'une forme de reconcentration, enfin de concentration et de recentralisation. Le phénomène de recentralisation des compétences à des échelles territoriales très très hautes, quelque part, ne sont plus ou ne sont pas toujours adaptés à la dimension de l'initiative citoyenne qui souvent est très territorialisée. Et donc, quelque part, en fait, ce dimensionnement de notre décentralisation dans un format de recentralisation est de moins en moins en capacité d'être en proximité et donc en confiance. Et donc, il y a ce sujet de la proximité qui se joue fortement parce que c'est de cette proximité qu'on arrive à capter l'incalculable et l'inquantifiable de l'apport de l'initiative citoyenne sous forme associative. Voilà. Et donc là, il y a quelque chose à jouer, en effet, dans cette porosité permanente entre décideurs publics, administration et association pour mieux se comprendre. Je sais pas, pour peut-être tout petit témoignage plutôt sectoriel avec ma casquette d'ancien professionnel du monde des ressourceries et recycleries, traiter avec des ingénieurs de la politique déchets à l'échelle d'un ministère pour leur expliquer ce que c'est qu'une association dans tout ça, c'est un enfer. Leur boulot étant de penser des tonnes de carbone, des tonnes de déchets sur des classeurs Excel, dans des logiques industrielles de marché, et donc comprendre l'importance de l'initiative citoyenne et de la pédagogie démocratique autour de tout ça, c'est très complexe. Voilà. Et donc tout ça ne peut se jouer qu'à une échelle très territoriale, et c'est d'ailleurs pour ça, Thomas, merci d'être là, que je crois que ce sujet législatif se trouve principalement entre les mains du Sénat, qui porte sa proximité territoriale de représentation des maires. Et pour nous, c'est quelque chose d'hyper important, c'est pour ça qu'on parle beaucoup territorial. Dominique, j'ai beaucoup parlé. Pardon, Non, mais oui, c'est vrai que compléter, amener une plus-value après Martin, par moment, c'est... non, non, mais on se complète. C'est peut-être parce que moi, je vais peut-être répondre, enfin, compléter sur l'aspect politisé. Oui, il faut politiser. Et voilà, je vais aller sur cette voie-là. Mais il faut politiser, si je peux me le permettre, en trouvant les bons alliés localement. Et on retombe sur la territorialité, les territoires, et on revient sur les notions des maires, des collectivités territoriales, enfin, je pense là, cette notion 1, d'apport économique, hein, parce que pour certaines associations localement, dans certains secteurs, c'est aussi un créateur de richesse, un vecteur d'emploi non délocalisable. Donc, en ce sens-là, il faut enfin, on le dit, y compris, ouais, c'est non délocalisable, mais ça veut dire quoi? Pour une commune, ça veut dire quoi? Pour un département, avoir des associations implantées avec des salariés. Et puis, dans la notion de politiser, il y a aussi peut-être ce travail à mener. Nous, on n'y est pas complètement arrivé, mais à valoriser l'apport de l'association au-delà de la valorisation économique. Voilà, si par exemple dans un territoire, un département, il n'y avait pas une association qui propose des services d'accueil, par exemple, alors de jeunes enfants, ou, parce qu'on parle trop souvent des personnes âgées, moi je vais parler des jeunes enfants, qu'est-ce qui se passerait pour les familles? Qui serait interpellé?
l'association ou le maire, ou le président, le cas présent, là, le président du département. Donc, c'est en ce sens-là que la politisation, elle est, pour moi, alors des fois, on peut avoir des avis un peu contraires, alors, elle n'est pas tout acceptée dans mais de trouver dans les territoires des alliés et bien sûr, là, on est dans un cercle particulier, mais peut-être savoir trouver d'autres alliés pour lesquels la présence d'associations est vitale parce qu'ils s'appuient dessus, les élus s'appuient dessus pour, y compris, faire le bilan de leur mandat et candidater à des nouvelles élections. Je vais jusque-là. Je me permets d'aller jusque-là mais pour ça, c'est vrai, il y a besoin de quand même connaître les fondamentaux, le cadre européen, la surinterprétation par les services techniques, la mise en concurrence dans les marchés publics, la lutte contre le plus bas prix, le plus petit prix doit aussi être, je pense, intégrée dans ce partage d'informations ou cette connaissance partagée. Et peut-être se servir, alors moi je vais peut-être prendre mon autre casquette, mais je sais qu'il y a des associations qui gèrent par exemple des établissements de soins à force de financiariser et de mettre en concurrence et de marchandiser certains secteurs certains piliers de notre État républicain, par exemple comme la santé, comme la garde des enfants, on pourrait aller sur l'éducation, voilà, eh bien là, il y a des risques à laisser, à creuser les inégalités dans les territoires. Donc voilà, c'est au sens, sur le terme politisé, il y a plusieurs sous-jacents, mais il ne faut pas avoir peur. Et je crois que oui, il y a besoin de la maîtrise technique, de connaître comment ça se passe. Et après, il faut le politiser comme on sait le faire au bon sens, enfin au sens politisé pour une société plus juste. D'où notre enjeu démocratique. Et cette confiance qu'on porte, rétablissement de la confiance, y compris dans les élus. Thomas, tu es un de ces élus. Comment as-tu fait la mue justement et est-ce que toi, pour toi, cette question de la politisation est centrale ou est-ce qu'on peut, chacun de sa place, arriver à se retrouver et construire? Euh, Moi, ce que je voulais rappeler, et vous avez bien décrit la situation, on est dans une double logique. Alors d'abord, il y a ce contexte démocratique qui est très préoccupant, avec une baisse de la participation, mais aussi une baisse de fréquentation des associations. Il ne faut pas le négliger. Depuis le Covid, on a quand même une baisse de l'engagement, il faut le dire. Et pourtant, vous l'avez dit, c'est la dynamique associative, en tout cas la vitalité associative en France, c'est le corps intermédiaire le plus répandu. Et pourtant, on voit bien qu'il y a cette défiance parfois maintenant d'une partie du politique vis-à-vis des associations. Nous, on le vit vraiment au Sénat à chaque discussion budgétaire ou à chaque, et parfois même ailleurs, les associations, alors pas forcément les plus militantes, mais quand même aussi les plus militantes, sont vues comme des empêcheurs de tourner en rond pour un certain nombre de politiques. Et on va dire, l'autonomie ou la liberté associative est souvent battue en brèche par des sénateurs ici, effectivement, avec, je pense, pendant le budget, par exemple, plusieurs fois, alors on a battu à chaque fois ces amendements, mais il y a des amendements qui reviennent pour retirer le droit au rescrit fiscal, enfin la déduction fiscale, aux associations qui auraient été condamnées à quelque chose, ou leurs militants se seraient introduits dans un abattoir, ou auraient protesté sous la forme de désobéissance civile ou autre. Alors, ça fait partie d'un petit cercle d'associations, mais à chaque fois, ces amendements touchent beaucoup plus large et pourraient toucher plus gravement le monde associatif en général. Et donc, il y a cette défiance qui est installée plutôt à droite en ce moment, mais il ne faut pas non plus ignorer que voilà, ça peut déraper ailleurs aussi. Là, dernièrement, c'est la CIMAD hein, qui a été beaucoup ciblée parce que forcément, elle n'est pas forcément
en phase avec la ligne du ministre de l'Intérieur actuel, et pourtant, elle est opérateur de l'État dans les centres de rétention administrative, et donc il y a une tension entre l'État et la politique de son gouvernement, et la liberté associative, y compris dans les opérateurs de l'État. Et donc, euh, la CIMAD, qui est financée par le ministère de l'Intérieur, pour sa mission, hein, pas pour le plaisir, hein, sinon il ne le ferait pas, mais pour sa mission dans les centres de rétention, est quand même ciblée. Et donc on voit bien qu'il y a parfois une pression qui peut peser, malgré des financements qui sont censés être garantis, sur les associations à travers les leviers budgétaires. Et c'est la liberté associative qui est attaquée quand Bruno Retailleau s'attaque à la CIMAD. Et donc ça, c'est une des logiques actuelles en œuvre, c'est-à-dire la défiance du politique vis-à-vis de la sphère associative dans son ensemble. Et puis, il y a cette autre logique que vous avez appelée surenchère comptable, ou en tout cas marchandisation, avec des règles de plus en plus contraignantes pour les associations, qu'on voit dans les collectivités beaucoup. Et ça, c'est, vous l'avez dit, parfois aussi une surtransposition, ou en tout cas une adaptation de nos règles vis-à-vis de la comptabilité au niveau européen, et qui met en concurrence les associations, et qui fait peser, et qui a fait même disparaître, j'ai quelques exemples, des associations parce qu'elles étaient mises en concurrence avec d'autres. Et à la fin ça peut provoquer du dégât. Euh, et ça, c'est plutôt aussi lié au budget des collectivités notamment, avec une vraie attaque aussi sur l'autonomie des collectivités, sur la libre administration des collectivités. On l'a vu en leur retirant aux collectivités un certain nombre de ressources, d'abord des ressources propres, elles avaient une fiscalité propre, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle, la CVAE, enfin il y avait beaucoup de leviers qui ont été retirés de ces dernières années aux collectivités, qui font que maintenant, elles sont sous pression en permanence du budget de l'État. Et donc, le budget de l'État, vous connaissez la situation financière actuelle, il pèse aussi sur les collectivités, l'austérité pèse sur les collectivités, et derrière, en cascade, c'est les associations qui trinquent, puisque ça fait partie des marges de manœuvre que certains élus vont identifier. Et donc, le budget de la vie associative est menacé aussi par les politiques austéritaires qui, en cascade, touchent les collectivités et donc touchent les subventions. Et donc, cette double logique comptable et à la fois la défiance font que fait que aujourd'hui, la vie associative, en tout cas son dynamisme, est fortement compromis. Euh, et donc moi, j'accueille avec beaucoup d'intérêt les recommandations du CESE, et je pense qu'on va devoir le porter. Alors vous l'avez dit, et forcément vous trouvez ici des alliés à cette démarche, mais nous sommes qu'un groupe de 16 élus au Sénat, et ici au Sénat, nous avons l'habitude, nous écologistes, de perdre beaucoup de combats, mais aussi d'en gagner en allant convaincre les autres groupes. Nous travaillons de façon transpartisane sur un certain nombre de sujets. Nous avons eu des victoires ici, notamment, je pense à la constitutionnalisation de l'IVG, par exemple, qui permet aussi d'envisager parfois des ponts et des alliances pour porter ces sujets. Je pense qu'il y a aujourd'hui une urgence, en tout cas un besoin d'avancer sur cette question, ne serait-ce que parce que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, et que ces cibles, on les connaît. On a vu ce qui s'est passé en Hongrie et ce qui se passe évidemment aux États-Unis ou ailleurs. La vitalité démocratique est forcément attaquée quand l'extrême droite arrive au pouvoir. Moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité à son arrivée au pouvoir. En revanche, on a besoin de construire des anticorps, ou en tout cas un cadre de garantie qui protégerait l'autonomie et la liberté associative. Je pense que c'est à ça qu'on doit s'atteler, même si ça prendra peut-être plus de temps que prévu, et qu'il pourrait se passer des choses. Je pense que ouvrir le débat va devenir vital pour un certain nombre de sujets. Évidemment, il y a d'abord un préalable à tout ça, et je suis d'accord avec vous sur le contrat d'engagement républicain, qui est vraiment un outil extrêmement nocif
est arbitraire. C'est ça le problème du contrat d'engagement républicain, c'est qu'il porte en lui une forte dose d'arbitraire, puisque son interprétation pour supprimer une subvention est laissée libre aux autorités préfectorales, par exemple, qui peut s'appuyer dessus, ou aux collectivités qui peuvent s'appuyer dessus sans vraiment avoir à justifier la réalité d'une entrave à ce contrat pour retirer ou ne pas donner une subvention. Et on le voit, moi je l'ai vu encore à Briançon, j'étais à Briançon il y a quelques semaines auprès des associations qui viennent en aide à ceux qui traversent la frontière. Briançon a une frontière avec l'Italie et beaucoup d'associations donc viennent en solidarité avec ces personnes qui traversent. Et depuis quelques mois, l'arrivée de Bruno Retailleau a transformé l'attitude du préfet à l'égard de ces associations. Et il a été évoqué l'utilisation du CER pour leur retirer des subventions. Et ce qui est très compliqué, c'est que c'est pas opposable. C'est-à-dire que on ne vous donne pas une subvention. On vous dit que c'est parce que vous contrevenez au contrat d'engagement républicain, mais on ne vous le formalise pas. Et donc, vous ne pouvez pas, comme n'importe quel autre acte administratif, le contester formellement. Et donc, on voit bien que cet outil d'arbitraire pourrait être démultiplié et utilisé encore plus fortement si une politique encore plus dure vis-à-vis de certaines associations venait à être mise en œuvre. Donc, on voit bien une urgence, l'abrogation de ce dispositif, et un besoin vital, à mon avis, dans les mois et les années qui viennent, de renforcer les garanties qui protégeraient l'autonomie et la liberté des associations. Je pense que donc les travaux que le CESE a produits vont nous être utiles dans les mois qui viennent. Merci Thomas voilà, hein, de ta ton premier début d'analyse. Je continue avec toi parce que c'est vrai que tu es connu dans notre groupe de travail puisque tu as été notre premier parlementaire avec qui on a travaillé. Tu nous avais notamment invité au Sénat en juin 2021, puisque tu travaillais déjà sur le sujet. Tu avais fait intervenir le planning familial, le mouvement associatif, le collectif des associations citoyennes. Il y avait eu Anticor, la Ligue des droits de l'homme aussi qui était venue témoigner. Tu avais fait témoigner aussi une eurodéputée qui avait présenté un rapport sur justement la question de la qualité démocratique en Europe et justement, puisqu'on parle pas mal de l'Italie et que je vois Marie-Ange Amico qui donc connaît bien voilà l'Italie pour y habiter et on nous avait justement expliqué qu'en Italie où il y a quand même une très très forte montée de l'extrême droite qui est au pouvoir, il y a des garde-fous qui existent, institutionnels, qui, en fait, permettent, aux institutions quand même de tenir, même quand, le pouvoir est confié à l'extrême droite. Alors qu'en France, on est, finalement sur un pays qui est très fragile, avec des institutions qui ont aujourd'hui été complètement centralisées et merci du coup, Dominique et Martin de reparler à chaque fois de territorialisation, de parler de ces enjeux, municipaux qui vont avoir lieu, typiquement l'année prochaine, dans lesquels il est très important, qu'on reprenne possession en effet de ces espaces de travail et de démocratie. Donc depuis 2021, tu le disais Thomas, c'est le sujet t'occupe, tu y travailles très fortement. Tu avais aussi monté avec nous un atelier au sein de nos journées d'été où Léonore de Monconduit, on n'a pas encore parlé d'elle dans ce webinaire, mais bien sûr, c'est une de nos marraines du groupe de travail et Léonore Monconduit avait témoigné justement de l'affaire, les affaires de Poitiers avec Alternatiba et le fait qu'en effet le principe de libre administration des collectivités territoriales était remis en question avec ce contrat d'engagement républicain. Donc voilà, tu continues évidemment de batailler pour les associations et pour nos institutions. Aujourd'hui, finalement, Thomas, voilà, tu nous disais qu'à 16, vous ne pouvez pas forcément faire beaucoup. On a déjà des propositions de travail à l'échelle locale, territoriale, transpartisane, pardon. Est-ce que toi, au-delà en effet de cette niche parlementaire que nous attendons et que nous espérons victorieuse, comment est-ce que tu imagines qu'est-ce qui te manque en fait pour bien travailler et comment est-ce que tu imagines construire ce rempart républicain, pour faire face à l'extrême droite? Si tu avais tout des cartes en main, si voilà, si soyons Non, c'est évident, évidemment la question qui doit nous occuper
pleinement d'ici 2027 au moins. Il y a évidemment les élections de 2026 au passage, qu'il ne faudra pas négliger, et notamment sur cette question de la vitalité associative. Moi, je suis issu d'un territoire, Lyon et la métropole de Lyon, où les associations ont joué un grand rôle dans le débat politique des municipales, avec les associations de cyclistes qui ont beaucoup fait pour faire entrer ce sujet dans les débats publics. Nous, on a eu une très forte mobilisation des associations contre la publicité dans l'espace public, qui ont beaucoup aussi œuvré à en faire un sujet de débat public. Et on voit que cette vitalité-là permet aussi d'avoir des débats qui sortent aussi des cadres un peu de ce que le politique veut imposer comme débat. Et donc, les élections qui viennent vont être un moment aussi pour réaffirmer cette vitalité démocratique. Moi, je pense que là où le NFP a été un rassemblement de partis efficace, il a raté une marche, la marche suivante d'élargissement au mouvement social et associatif, dans la façon dont il aurait pu se nourrir au moins des propositions. Il y a eu des candidats qui sont issus du mouvement associatif, hein, enfin, au sens large. D'ailleurs, un candidat lyonnais, député lyonnais maintenant, qui n'était pas encarté, mais était président d'une association sur l'accès à l'alimentation dans les quartiers populaires, qui est maintenant député. Donc, on a fait la place, pas largement, mais pas suffisamment largement, mais on a fait la place aussi à ces candidats issus d'une société civile organisée qu'il ne faut pas mépriser. Non, c'est le vrai sujet des anticorps à la montée de l'extrême droite, c'est nourrir et construire des garanties et sortir des procédures arbitraires. Et donc, construire des garanties solides, ça veut dire réaffirmer la portée constitutionnelle de la liberté associative. C'est réaffirmer que la loi de 1901 est une grande loi de vitalité démocratique, et que la défiance permanente contre les associations, parce que forcément, elles grattent un peu parfois, elles remettent en cause des modèles, elles remettent la politique du gouvernement au bon endroit, en partant de l'humain. Je pense évidemment aux actions de solidarité qui sont parfois attaquées alors qu'elles sont confrontées à des situations inhumaines menées par l'État. Et donc on a besoin de leur garantir cette liberté, cette autonomie pour pouvoir avancer. Euh, Moi, c'est pour ça que j'attends de voir un peu comment travailler légistiquement, en tout cas, sur l'aspect subvention. C'est un sujet qui revient à chaque fois qu'on étudie le PLF et qu'on auditionne notamment le mouvement associatif ou d'autres sur la pluriannualité des subventions. On avait ciblé, nous, dans ce PLF 2025, le FONGEP, pour essayer de le développer et de le soutenir. Je pense que c'est un bon outil, et on voit bien que c'est une demande des associations qui ont besoin de cette pluriannualité pour leur garantir une visibilité, une durabilité, et en même temps le temps de faire et de construire leur objet. Et actuellement, on se heurte à ça sur d'autres sujets, mais sur les associations, sur la pluriannualité et sur la façon dont on peut garantir ça, y compris dans les collectivités, c'est parfois très compliqué d'avoir un cadre législatif qui rassure, notamment les services, hein, ça a été dit, ce sont les services souvent juridiques qui déconseillent aux élus de s'engager sur des trucs, on va dire, plus discrétionnaires que l'appel à projet, mise en concurrence, et on avance comme ça. Et donc, on a besoin peut-être de sécuriser aussi les élus là-dessus avant 2026, ou en tout cas dans les années qui viennent. Je pense que ça fait partie des priorités à mettre à l'ordre du jour. Voilà à peu près. Après, notre démocratie va mal. Nos contre-pouvoirs en France, par la recentralisation, ça va pas très bien aussi. On va commencer bientôt ici au Sénat une commission d'enquête sur la libre administration des collectivités, notamment suite au fait qu'on les a privés de leviers fiscaux. Je pense que la question de cette autonomie des collectivités est connexe
au problème des associations. Je pense que ça fait partie d'un tout. Oui, cette recentralisation globale, y compris budgétaire, fait du mal aussi à la vitalité démocratique, notamment portée par les associations. Merci Thomas. Je vois qu'il y a 2 questions dans le clavardage. Je vais tout de suite sur la première parce que j'y répondrai, très vite sur, de monsieur Plumet qui voilà, qui pose la question un peu de façon taquine, comme quoi est-ce que les chefs de service ne pourraient pas mettre un petit peu la pression? C'est vrai qu'on a parlé de bretelles et de ceinture, pour faire en sorte qu'on ouh là là, c'est compliqué, on va plutôt passer par la commande publique et cetera. Alors moi, je vous propose de vous connecter en fait au prochain webinaire le 14 mai avec Marianne Langlais sur la marchandisation des associations parce que ça sera clairement un des sujets qui sera traité et la réponse est oui, vous avez raison. Voilà, sans faire de spoiler. Et du coup, la première question qui avait été posée dans le clavardage que je vais poser Martin et Dominique, c'est le lien entre le CESE et les Césaires qui sont régionaux, qui sont des instances qui ne sont pas les troisièmes chambres, puisque dans le conseil régional, il n'y a pas de chambres, c'est une collectivité, ce ne sont pas, voilà, on n'est pas sur les mêmes logiques, mais pour autant, en effet, les Césaires sont des représentants de la société civile qui fonctionnent par commission et qui voilà, produisent un certain nombre de préconisations, etc. Quelles sont vos liaisons? Est-ce qu'il y a un rapport d'autorité, de hiérarchie entre vous? Est-ce que vous avez des temps de partage? Est-ce que ils sont obligés d'être d'accord avec vous? Voilà. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots? Là, peut-être pour répondre le plus simplement possible, il n'y a pas de lien d'autorité ou de dépendance des Césaires vis-à-vis des CESE. Ça, c'est de ce fait, notre travail ou les échanges que l'on mène, c'est, je vais dire, c'est sur enfin, un bon vouloir réciproque et une volonté réciproque, qui d'ailleurs s'exprime de plus en plus. Et en ce qui concerne notre sujet, on a d'ailleurs on a alimenté notre commission et donc dans l'avis, y compris des Césaires qui avaient déjà travaillé sur, alors de façon peut-être pas aussi directe sur le financement et la subvention, mais sur le sujet, sur la thématique associative sous ses différents aspects. Et ce que nous faisons aujourd'hui, alors on leur demande, ils ne nous donnent pas leur avis hein, sur nos travaux. Nous non plus, nous n'avons pas de droit d'ingérence, entre guillemets, pour leur imposer de travailler sur telle ou telle thématique que nous portons, nous, et que nous travaillons dans nos commissions et délégations au CESE. Néanmoins, il y a une association, l'Assemblée des Césaires de France, qui se réunit, donc se réunit régulièrement ici au CESE et nous organisons à ce moment-là des échanges avec l'Assemblée des Césaires de France. Et sur notre thématique, d'ailleurs, on a y compris des Césaires parce que quand on se déplace avec des sollicitations, sur des sollicitations dans les régions ou dans les territoires, par exemple, mais là je vais laisser Martin en témoigner parce que j'ai malheureusement pas pu y aller, mais quand il y a un déplacement à La Réunion avec un président de l'Assemblée des Césaires de France à La Réunion, qui avait déjà travaillé un petit peu sur le sujet et dans leur écosystème aussi hein, de Césaire, eh bien, porte et va va travailler ou a envie de travailler. Mais il y a d'autres Césaires. Par exemple, si on vous donnait nos sollicitations à date, on est sollicité par le Césaire de Nouvelle-Aquitaine. Alors, Bourgogne-Franche-Comté, Sarah, je n'en parle pas, mais voilà, c'est comme ça. On a un lien très, très fort. Ce lien venant d'ailleurs par les présidents des Césaires qui sont souvent membres et militants des organisations en responsabilité dans nos associations ou organisations. On a eu le Césaire de Bretagne. Je crois qu'on va bientôt pouvoir aller, parce qu'on y œuvre aussi, hein, on va chercher les présentations de nos travaux dans les Césaires. Je crois qu'il y a, je cherche Martin, mais en tous les cas, moi, j'essaye de solliciter celui de l'Île-de-France, qui est quand même assez important aussi, pour aller porter notre avis. Voilà. Mais
souvent, pardon, des membres des Césaires font partie, sont militants, présidents d'associations ou autres, ou d'autres organisations, et nous sollicitent. Donc, et c'est vrai que le portage que l'on fait, qui nous prend quand même beaucoup de temps, mais qui est passionnant, parce qu'on ne peut pas dire on mise sur les territoires et ne pas aller dans les territoires et auprès des organisations, fait, comme tu le disais, Sarah, un petit peu en deux de choc. Voilà ça. Et ce, entre guillemets, aidé, avec, je mets beaucoup de guillemets, par l'ambiance, par la situation, enfin, la situation économique, mais aussi politique, que nos militants, au sens très large du terme, sentent dans leur territoire, et les risques. Si ça intéresse certains ou certaines d'entre vous, dans pas longtemps, nous, on cartographie les sujets qu'on a traités qui peuvent être améliorés, augmentés, adaptés par les Césaires ou par des élus locaux, régionaux. Alors, ce sera dirigé Césaire, mais dans pas longtemps, on fait un peu ce travail de passage de plat. Mm. On le fait à l'occasion d'une saisine pour le Césaire de la Réunion, mais idéalement, il faudrait que ce soit un document un peu utilisable par tous et toutes. Tu veux qu'on passe à la question suivante, Sarah? Bah, on peut Reste 15 passer à la question suivante. Je vois qu'il n'y a pas forcément de questions autres dans le clavardage. Chacun peut-être est en train de réfléchir à solliciter son propre Césaire pour que vous puissiez venir vous déplacer. Et en effet, sans faire une fausse pub, vous venez en région Bourgogne-Franche-Comté la semaine prochaine. Donc voilà, moi la question que j'avais envie de vous poser un petit peu en guise d'ouverture et peut-être de respiration, et là aussi je vous invite à mettre vos propres exemples dans le clavardage, c'est toujours pareil sur cette logique de fédérer autour de nous et de réfléchir à transformer cette onde de choc. Est-ce que, on a des exemples de collectifs, de convergences, à partager, qui pourraient nous inspirer? Alors moi, je vais tout de suite vous en donner 2 que j'aime beaucoup. À Bordeaux, et il y a en fait un collectif qui s'est monté, qui fait que dès qu'une association, et alors j'ai pas le nom du collectif, donc je serais très intéressée, je crois qu'il y a un bordelais en plus dans la salle, donc dès qu'une association est attaquée par, des financements en moins, un contrat d'engagement républicain qui est un petit peu agité ou, une salle qui est refusée, vous avez l'entièreté des associations qui répondent et qui viennent, prendre, voilà, position du parvis et qui font, en fait, corps, alors même qu'on est sur des objets qui sont différents. Puisque le monde associatif fonctionne aussi des fois, par thématique ou un peu en vase clos, et a pas forcément toujours, l'habitude de travailler entre la culture, le sport, et cetera. Donc, je crois savoir que sur, l'agglomération bordelaise, c'est quelque chose qui existe et il y a aussi quelque chose d'autre qui existe dans la Nièvre, et je je regarde Virginie, qui est là, puisque Virginie, tu en es un petit peu responsable de la mise en place de ce collectif, puisque, en Bourgogne, donc, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, le CAC a été invité à présenter, justement son rapport sur la marchandisation des associations et une cinquantaine de personnes étaient là. Ça a fait des petits, ça a fait réfléchir tout le monde et en fait, les associations alors évidemment, il y a du monde qui vient de la culture, qui est très engagée, très militante et cetera, mais il y a aussi, d'autres mondes. On a aussi, typiquement la Ligue de l'enseignement qui porte, une partie, d'accueil aux réfugiés, donc typiquement qui est sur le marché sur lequel la CIMAD, était l'opérateur historique avant que ça soit un marché, typiquement. Mais voilà et en fait, ce collectif se constitue en se disant: «On doit partager nos outils, on doit partager nos ripostes, on doit monter en puissance, on doit se politiser, et ne pas se laisser tomber les uns les autres, avoir la même signature mail et cetera». Donc je crois savoir qu'ils aimeraient bien même s'appeler le collectif des associations citoyennes de Nièvre et de Lyon. Donc ah, on voit des pouces qui se lèvent, donc votre nom n'est pas tant protégé que ça, vous le donnez, merci beaucoup. Voilà, est-ce que, c'est des éléments, voilà, qui sont, que vous connaissez et qui seraient susceptibles de nous faire rentrer chez nous en se disant quand même, la révolution, je ne sais pas, mais en tout cas la riposte, est en marche?
Vas-y, Martin. Tu fais ça? Ouais, ok. Bah, peut-être une réflexion et ça me permettra peut-être de rebondir sur ce que tu racontais, Thomas, et de rebondir sur le sujet de la politisation. En fait, un des phénomènes de la marchandisation, c'est la mise en opérateur. Et donc, c'est un phénomène quelque part de perte et de restriction de liberté qui petit à petit a infusé sur la culture associative. Cette approche gestionnaire a aussi progressivement infusé sur une approche salariale, sur une approche bénévole d'un certain nombre d'associations qui petit à petit se sont, je dirais, fait, de gré ou de force, déplacés dans un couloir de nage sectoriel et productiviste. Voilà. Et quelque part, cette approche productive de l'action associative est en fait un phénomène de dépolitisation parce qu'il efface progressivement le fait associatif. Voilà. Et donc, quand on parlait de politisation, je pense que le premier objet de politisation, c'est la compréhension du fait associatif par les acteurs associatifs eux-mêmes. Voilà. Euh, et euh, une fois que ceci est dit, je reviens un peu sur ce que tu disais, Thomas, sur ce qui s'est passé en Pologne, sur ce qui s'est passé en Hongrie. Il y a eu un travail là qui vient d'être mené, qui est assez majeur d'analyse des mécanismes qui se sont déroulés dans des pays qui ont vécu l'arrivée de gouvernances totalitaires ou fascistes. Globalement, l'attaque du fait associatif en général, pour ce qu'il représente politiquement, est systématique. Et elle commence par l'attaque, principalement sur l'aide aux migrants. Deuxièmement, sur les associations écologistes. Et troisièmement, je suis en train de perdre mon fil, mais c'est pas grave. Femmes. Globalement, pardon, Les disais femmes, Féministe, la santé euh, reproductive. féministe, féministe. féministe, ok, ça marche. Mais d'accord. Bon, en tout cas, le schéma est quasiment systématiquement le même. Ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est aujourd'hui extrêmement important que que le monde associatif doit prendre conscience de lui-même. C'est ça pour moi le phénomène de politisation principalement, de manière à pouvoir se défendre quand, en ce moment, c'est surtout l'aide internationale qui prend pour nous en France, quand une association d'aide aux migrants est attaquée, le club de sport risque d'être le suivant et c'est nécessaire que le club de sport et le centre culturel se retrouvent en soutien derrière parce que ce qui se joue, c'est l'édifice du fait associatif. Voilà, ça c'est pour moi. Le deuxième espace de la politisation, c'est de faire comprendre que le monde associatif est divers et qu'il y a autant d'associations qu'il y a d'avis et de convictions politiques en France et que cette vie représente une forme de pluralisme qui est nécessaire à la démocratie et que c'est un fait national qui nécessite un système redistributif qui va avec. Le système redistributif n'est pas au service exclusivement des organisations qui sont d'accord avec le pouvoir en place. Voilà. Et je pense que là, il y a quelque chose à jouer d'assez important, de prendre conscience que le système redistributif n'a pas fonction exclusive de financer des gens avec lesquels le pouvoir est d'accord. Et on vit un glissement extrêmement violent. Ce qui se passe aujourd'hui avec Elon Musk et Donald Trump, c'est vraiment le glissement ultime. On le sent depuis un moment. On l'a vécu en Pologne, on l'a vécu en Hongrie, on l'a vécu en Italie. Mais là, ça va très, 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 très vite. On le vit en ce moment en Europe sur le programme LIFE. L'extrême droite est en train de s'engouffrer dans le tsunami lancé par Trump et Musk. Et ça peut se passer beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Et donc là, il y a vraiment urgence à faire corps commun. Et ma dernière petite conclusion sur ce sujet, c'est que pour faire corps, il nous faut des objets, il nous faut des infrastructures. Et c'est un peu ce qu'on espère faire avec cet avis, c'est de dire, on a quelques petits objets qui font consensus, qui peuvent avoir des répercussions importantes et sur lesquels on peut se mobiliser collectivement pour les demander. Voilà. Et le fait d'avoir des objets d'accroche, c'est des objets qui permettent aux gens de se dire, je sais simplement ce que j'ai à faire pour faire partie d'un corps collectif. Et c'est un peu ce qu'on essaie de travailler en ce moment en posant la question d'une transcription législative des préconisations du CESE. Merci, c'est absolument parfait. Enfin, je sais pas vous, chers collègues, chers camarades, mais moi je bois du petit lait depuis tout à l'heure. Ça me fait énormément de bien, voilà, de voir ces échanges et ces éléments, voilà, factuels, ces propositions, ces solutions qui font quand même énormément de bien.
Je vous propose, du coup, puisqu'on arrive à la fin de l'heure et demie qui nous était consacrée, de venir simplement sur la suite qu'on vous propose aussi. Déjà, très rapidement, je vous redonne les ressources qu'on avait pu imaginer. Alors, je vais essayer de faire un partage d'écran en même temps. Il faudrait que je copie-colle ce que j'ai, mais ça va bien se passer, comme qui dirait. Les ressources, vous les voyez donc à l'écran, elles s'affichent. Et donc, je reprends hein, sans vergogne les ressources de la coalition et du collectif des associations citoyennes. Vous avez aussi des documentaires avec la télé des 1000 vaches. Vous avez voilà, tout ça. Il ne faut pas hésiter. Euh, en... Hop. Ouais, donc je vais pas pouvoir en plus écrire des choses dans le clavardage si jamais je vous fais tout ça. Si je peux le faire. Waouh. Attention. Et voilà, vous avez, ça s'affiche et en même temps, vous avez la suite. En termes d'agenda, très rapidement aussi, quelques dates. Vous avez donc dès vendredi l'Assemblée générale du CAC qui est en visio et qui est aussi sur Paris. Donc vous allez sur leur site internet et vous vous connectez. Le 9, puisqu'on parlait de féminisme, évidemment, il faut aller tous manifester le 8 partout chez vous. Mais la commission féminisme fait aussi un séminaire qui va durer tout le week-end et notamment Katia Bourdin animera un atelier l'après-midi, le dimanche après-midi, sur les libertés associatives et justement les questions féminisme. Ça tombe bien, ça sera aussi le sujet. Voilà, merci de publier les... Ouais, je rectifie, c'est pas l'après-midi, c'est le matin à 10h. Oh, pardon, je suis plus à jour. Si la question du féminisme, évidemment, vous botte, parce que c'est quand même une des premières libertés associatives qui a été en effet attaquée après les libertés de culte et les associations solidaires musulmanes notamment. On a donc le sujet du CAC Café le 11 mars, le mardi, à 9h. On continue avec une soirée qui est prévue par la coalition, donc LA, la Liberté Associative Coalition. Que vivent les libertés associatives? Ça va se passer aussi à Paris, le 3 avril à 19h et c'est quai d'Austerlitz. Et nous allons évidemment vous donner rendez-vous le 14 mai à 20h, donc sur la question de la marchandisation des associations. Le titre, on l'avait un peu déterminé, Marianne, c'était de se dire les associations sur le marché, qui est le gagnant? Voilà, qui est le grand gagnant de cette mascarade. Et au-delà de tout ça, bien sûr, nous vous invitons à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, puisque nous sommes présentes un petit peu partout, enfin en tout cas dans les réseaux qui vont bien. On n'est plus sur Twitter, on est sur Blue Sky, sur Mastodon et sur LinkedIn. Donc il faut surtout pas hésiter à venir nous rejoindre parce qu'on a besoin de monde bah, pour animer ces webinaires, pour construire cet atelier des lois qu'on imagine pour le 1er juillet, pour nous aider à monter des capsules vidéo et voilà, de faire un montage vidéo de nos webinaires, et évidemment pour diffuser auprès de nos militants, nos militantes, auprès de nos associations, mais aussi auprès de nos élus, qu'on puisse aussi les former à ces questions des libertés associatives et de faire en sorte que ça soit un vrai enjeu dès les municipales. Évidemment, on en a parlé, mais évidemment que ça continue d'être un fil rouge de notre engagement militant politique et qu'on ait de plus en plus de convergence, évidemment. Avec nos amis des associations. Je vous remercie pour encore une fois votre présence, vos questions, vos réponses. Et puis je vous souhaite une très belle fin de journée et vous donne rendez-vous très vite. Merci Martin, merci Dominique, merci Thomas. Merci. Salut, merci à vous. Merci tout À le monde. bientôt. Plaisir de vous voir en vrai. Merci, Thomas, à bientôt. Merci à nos invités. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.